Imaginez une maison où la température intérieure reste agréablement fraîche, même lorsque le thermomètre extérieur dépasse les 50 degrés Celsius. Pas d'électricité, pas de moteur, aucun système mécanique, seulement l'architecture, le vent et une compréhension profonde de la physique. Cette technologie a fonctionné pendant plus de 2000 ans dans certaines des régions les plus chaudes du monde, mais aujourd'hui, elle a presque complètement disparu. Comment cela a-t-il été possible? Et pourquoi l'avons-nous oublié? Avant l'arrivée de la climatisation moderne au XXe siècle, les habitants des zones désertiques et tropicales du monde ont dû trouver des solutions créatives pour survivre aux températures extrêmes. Ce qu'ils ont développé était bien plus que des astuces simples. C'était un art sophistiqué, basé sur une compréhension minutieuse du climat, de la circulation de l'air et des principes thermiques que la science moderne ne comprenait que bien des siècles plus tard. Particulièrement au Moyen-Orient et en Asie du Sud, une série de techniques architecturales révolutionnaires ont transformé des maisons ordinaires en refuges naturellement climatisés. Ces innovations n'ont pas seulement maintenu les habitants au frais, elles ont redéfini la vie urbaine dans les régions les plus inhospitalières de la planète. Mais comme tant de savoirs anciens, cette ingéniosité architecturale a été progressivement éclipsée par la technologie industrielle, et nous avons perdu quelque chose d'important en chemin. Pour comprendre l'émergence de ces techniques révolutionnaires, il faut d'abord se plonger dans l'histoire des villes désertiques du Moyen-Orient, particulièrement en Perse, dans l'actuel Iran, à partir du 1er millénaire avant notre ère. Les anciens Perses construisaient des villes dans des régions où l'eau était rare et la chaleur était impitoyable. Yazd, l'une des plus anciennes villes du monde, en est un exemple parfait. Construite sur un plateau aride, où les températures estivales dépassent régulièrement les 45 degrés Celsius, cette ville aurait dû être inhabitable. Pourtant, pendant plus de 3000 ans, elle a prospéré. Pourquoi? Les architectes perses avaient découvert quelque chose que l'Occident industrialisé ne redécouvrirait que des siècles plus tard. Autour du 7e siècle avant notre ère, dans les régions arides du Moyen-Orient, les architectes ont commencé à observer attentivement le comportement du vent et de la température. Ils ont remarqué que même dans les régions les plus chaudes, le vent soufflait différemment, à différentes altitudes. Ils ont observé que l'air immobile se réchauffe rapidement, mais que l'air en mouvement provenant des étages supérieurs était plus frais. Ces observations simples, répétées et systématisées ont mené à une invention qui allait transformer les habitations pendant 2 millénaires, la tour à vent, connue en persan sous le nom de Badjir. Parallèlement à cette innovation, une autre technique émergea, celle des espaces souterrains. Les Perses ont découvert que construire des chambres sous terre, avec une ventilation stratégique, créait naturellement des zones rafraîchissantes. Ces connaissances se sont transmises à travers les dynasties achéménides, sassanides, et au-delà, devenant un élément central de l'architecture perse classique. Le Badjir, ou tour à vent, représente l'apogée de cette ingéniosité architecturale. À première vue, c'est une simple tour. Mais en regardant de plus près, sa géométrie révèle une sophistication remarquable. Une tour à vent typique se dresse au-dessus du toit d'une maison, souvent divisée en plusieurs sections verticales. Ces sections sont orientées perpendiculairement les unes aux autres, permettant au vent de provenir de n'importe quelle direction. Le vent entre par les ouvertures supérieures et descend à travers des canaux étroits à l'intérieur de la tour. Et c'est ici que commence la magie. En descendant, l'air subit une série de transformations. D'abord, il ralentit. Le vent rapide, qui soufflait au sommet de la tour, se transforme en une brise douce et contrôlée. Deuxièmement, il se refroidit légèrement, un phénomène connu sous le nom de refroidissement évaporatif. À la base de la tour à vent, des bassins peu profonds d'eau étaient souvent placés. L'air qui descendait de la tour se refroidissait en passant sur ces surfaces humides. Le résultat? Un flux constant d'air frais et légèrement humide circulant dans toute la maison. Pendant ce temps, l'air chaud et vicié à l'intérieur de la maison devait sortir quelque part. Les architectes perses ont résolu ce problème avec élégance. Des ouvertures au niveau du sol, stratégiquement placées, permettaient à l'air chaud de s'échapper. La circulation naturelle créait ainsi un cycle continu. L'air frais entrait par le haut, l'air chaud s'échappait par le bas, et la maison restait confortablement fraîche, sans aucune source d'énergie externe. Les chiffres impressionnent, dans certains cas bien documentés. Des tours à vent pouvaient réduire la température intérieure jusqu'à 8 à 10 degrés Celsius par rapport à l'extérieur. Durant les nuits d'été, cette différence pouvait représenter la différence entre un sommeil paisible et une nuit insomniaque. Mais le Badjir n'était que le début. Les Perses ont développé des systèmes encore plus complexes, intégrant des réservoirs souterrains, des aqueducs souterrains appelés kanats, et des chambres spécialement conçues pour maximiser l'effet de refroidissement. Certains palais royaux, comme ceux de la dynastie safavide au XVIe siècle, intégraient
plusieurs tours à vent travaillant en harmonie pour créer des microclimats différents selon les salles. Une pièce pouvait être maintenue à une température légèrement différente d'une autre, simplement par la manipulation architecturale des flux d'air. Cette technologie s'est propagée au-delà de la Perse. En Égypte, des formes similaires de ventilation naturelle ont été adoptées. En Inde, les architectes moghols ont adapté et raffiné ces concepts. Des traces de Bajir apparaissent même dans l'architecture traditionnelle du Pakistan, de l'Afrique du Nord et du détroit de Bering, où les Inuits utilisèrent des versions simplifiées de ce même principe pour créer des courants d'air contrôlés dans leur structure. Pendant des siècles, cette technologie a fonctionné silencieusement, présente dans des milliers de maisons, de palais et de bazars traditionnels. À Yazd, à Kashan, à Shiraz et dans d'innombrables autres villes, les tours à vent ont permis aux civilisations de prospérer dans des environnements qui auraient autrement été pratiquement invivables. Ce qui rend cette réussite encore plus remarquable, c'est que tout cela a été réalisé sans technologie avancée, sans électricité, sans énergie fossile. Juste la physique, l'observation et une compréhension intuitive de la nature. Tout a changé avec l'arrivée de la modernité. Au XXe siècle, lorsque la climatisation électrique a été inventée et est devenue largement disponible, elle a offert quelque chose que même les tours à vent les plus perfectionnés ne pouvaient pas proposer. Un contrôle précis, immédiat et prévisible de la température. La climatisation moderne était un miracle technologique. Appuyez sur un bouton et la température chute précisément comme désiré. Pas d'attente du vent correct. Pas de dépendance au climat extérieur. Pas besoin de connaître les subtilités de la circulation de l'air. C'était simple, efficace et révolutionnaire. Malheureusement, elle était aussi très coûteuse en électricité et en maintenance. Mais le XXe siècle était l'époque du progrès technique. Et le progrès était généralement synonyme d'électrification. Les gouvernements, les architectes et les investisseurs ont tous embrassé cette nouvelle technologie avec enthousiasme. Les vieilles maisons avec leurs tours à vent ont été considérées comme obsolètes, primitives même. De plus, l'industrialisation urbaine rapide a transformé le paysage architectural. Les nouveaux bâtiments n'avaient pas besoin de tours à vent. Ils étaient climatisés. Les architectes modernes ont oublié les principes qui sous-tendèrent la conception ancienne. Les savoirs se sont perdus. Les maîtres artisans qui construisaient les tours à vent ont vieilli sans transmettre leur expertise. En 1 ou 2 générations, une technologie que des civilisations entières avaient perfectionnée pendant plus de 2000 ans a pratiquement disparu. À Yazd, même si quelques tours à vent subsistent, la plupart des nouvelles constructions sont climatisées de manière conventionnelle. Les sites archéologiques préservant des exemples de cette architecture sont devenus des monuments au passé, non des guides pour l'avenir. Mais voici où l'histoire prend un tournant inattendu. Alors que nous avançons dans le XXIe siècle, confrontés à une crise climatique mondiale et à une prise de conscience croissante quant à l'insoutenabilité de notre consommation d'énergie, les architectes et les scientifiques redécouvrent les principes que les Perses anciens avaient maîtrisés il y a 2000 ans. En 2009, l'architecte britannique Norman Foster a conçu le siège du Conseil des affaires urbaines au Bahreïn, intégrant des tours à vent modernes. Ces tours, basées sur des principes anciens, réduisèrent le besoin de climatisation mécanique de 40%. Des universités à travers le monde, y compris le MIT et l'université de Cambridge, ont lancé des programmes de recherche pour comprendre et optimiser les Bajir. Des études scientifiques rigoureuses ont confirmé ce que les anciens Perses savèrent déjà. Les tours à vent ne sont pas qu'un archaïsme pittoresque. Ce sont des systèmes thermodynamiquement efficaces, et lorsqu'ils sont combinés avec la climatisation électrique de secours, ils peuvent réduire la consommation d'énergie de manière drastique. De nouveaux Bajir sont construits. Des architectes mélangent les technologies anciennes avec les matériaux modernes. Au lieu de simples chambres avec des bassins d'eau, les tours à vent contemporaines utilisent parfois des matériaux de changement de phase, des systèmes de refroidissement par rayonnement nocturne et d'autres innovations. Les principes restent anciens, mais leur application devient plus sophistiquée. Ce que nous avons découvert à travers cette redécouverte, c'est quelque chose d'humiliant et d'inspirant à la fois. Les anciens ne cherchaient pas simplement à survivre. Ils innovaient avec une élégance et une efficacité que nous avons oubliées en poursuivant la technologie pour la technologie. Ils comprenaient que véritablement résoudre un problème, c'est travailler avec la nature, pas contre elle. Aujourd'hui, alors que notre planète se réchauffe et que la demande en climatisation devrait tripler d'ici 2050, les leçons des tours à vent persanes reviennent au premier plan. Elles nous rappellent une vérité fondamentale. Les meilleures solutions ne sont pas toujours les plus nouvelles. Parfois, elles sont les plus anciennes. La tour à vent n'a pas disparu. Elle s'est endormie. Et comme nous, face à notre propre crise énergétique, nous commençons à la réveiller. La question que nous devons tous nous poser est celle-ci.
c'est combien d'autres savoirs anciens avons-nous abandonnés sur le chemin du progrès? Et combien de ces anciens savoirs pourraient nous aider à construire un futur plus durable? Peut-être que la réponse à nos plus grands défis n'est pas juste devant nous dans le futur, mais derrière nous, dans le passé.